Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pier Vincenzo Piazza, médecin, psychiatre et chercheur en neurobiologie, pour explorer les effets du cannabis sur notre cerveau. Au fil de notre échange, nous allons plonger dans les mécanismes profonds qui expliquent comment ces plantes agissent sur nos émotions, notre mémoire, notre motivation et pourquoi elle peut parfois mener à une dépendance. Nous verrons aussi comment certains individus sont plus vulnérables que d'autres, quelles sont les conséquences d'une consommation régulière sur la cognition, le sommeil ou la santé mentale, et comment la recherche ouvre aujourd'hui de nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre l'addiction. Si tu es curieux de comprendre ce que le cannabis fait vraiment à ton cerveau, pourquoi il peut changer ta manière de penser et d'agir, et comment il est possible d'en limiter les effets nocifs, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment fonctionne le système endocannabinoïde, quelles sont les différences entre THC et CBD, pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes alors que d'autres non, quels sont les risques pour les adolescents et les consommateurs chroniques, comment le cannabis influence ton QI, ton humeur et ton cerveau, quelles sont les innovations thérapeutiques en développement, et bien plus encore. Avant de commencer, je te recommande vivement la lecture de son ouvrage Homo Biologicus, un livre passionnant dans lequel Pier Vincenzo Piazza propose une vision nouvelle et audacieuse de l'être humain à la lumière de la biologie, offrant des clés pour mieux comprendre nos comportements, nos choix collectifs et notre évolution. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec une compréhension claire de la manière dont le cannabis agit sur ton cerveau, de ses effets à court et à long terme et des solutions thérapeutiques qui s'annoncent pour demain. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Pier Vincenzo Piazza. Bonjour Pierre-Vie. Bonjour Corentin. Merci d'abord d'avoir accepté de venir faire l'épisode, c'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est réciproque. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai hâte de voir où cette conversation nous amène. Pour commencer, je te propose de te présenter, de dire un petit peu aux gens qui tu es, sur quoi tu travailles, pour poser un petit peu les bases de derrière ce dont on va discuter, asseoir un petit peu ta crédibilité. Voilà, donc je m'appelle Pier Piazza, je suis médecin de formation, j'ai fait des études de psychiatrie, mais j'ai en fait de la recherche toute ma vie. Je fais un tout petit peu de clinique, donc je le fais surtout en France. Donc j'ai une thèse de sciences, une habilitation à diriger des recherches et je suis spécialisé en neurobiologie. Donc, j'ai travaillé à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, où j'ai à la fin dirigé pendant 10 ans un des plus gros instituts de neurosciences françaises que j'ai fondé en 2017. Pendant mes recherches, j'ai découvert une nouvelle classe de médicaments qui avait la caractéristique d'être très innovant et donc un peu difficile à convaincre l'industrie pharmaceutique vraiment d'y croire. Et donc, j'ai créé avec d'autres, une société de biotech qui s'appelle Elis Pharma. Donc, on l'a créé en 2013 et depuis 2017, je me suis mis en disponibilité de l'INSERM et je suis allé à temps plein à travailler dans cette société parce que le but de toute ma carrière scientifique, étant donné que je suis un médecin, c'était de découvrir de nouveaux médicaments, surtout pour les maladies psychiatriques, et les mettre à la disposition des patients. Donc, disons que cet virement vers les privés n'a pas été motivé par des raisons business ou commerciales, même si quand tu es dans le privé, tu es obligé de faire face à ces réalités-là. Mais je voulais vraiment arriver à faire tous les parcours qui va de la découverte d'un nouveau mécanisme dans le cerveau, développer des médicaments qui permettent d'y agir, jusqu'à les rendre disponibles aux patients. Voilà. Et pour ces médicaments, en 2015, j'ai eu les Grands Prix de l'INSERM et les Grands Prix de neurologie de l'Académie des sciences, qui démontrent un peu que mes collègues de l'époque ont considéré cette découverte comme notable, entre guillemets.
Voilà qui je suis. Et je suis un garçon très sympa. Ça a l'air. Je te propose de rentrer directement dans le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler du cannabis et notamment de ses effets sur le cerveau. Le cannabis, j'ai l'impression qu'il y a eu une démocratisation de cette drogue, que ce soit chez les jeunes et chez les moins jeunes. De plus en plus de personnes la prennent. En même temps, il m'a semblé comprendre que les dosages en THC augmentaient dans le produit. Donc, je te propose de commencer à nous dire comment le cannabis agit sur le cerveau, quels sont un petit peu les principaux récepteurs impliqués et leurs fonctions, et justement, après, ça permettra d'aller voir un petit peu toutes les conséquences et ce que ça implique. Dans le cannabis, il y a plein de molécules, d'accord, qui sont contenues dans la plante. Il y en a deux qui sont très connus. Un, c'est le THC et l'autre, c'est le CBD. Maintenant, dans le cannabis, de CBD, il y en a très peu. Et en plus, comment il marche le CBD, personne n'a vraiment compris. Et c'est même pas sûr qu'il agit sous les mêmes cibles que les THC. Donc, disons que les effets du cannabis sur le cerveau sont dus au THC. C'est pour cette raison que l'augmentation de taux de THC, c'est un détail qui n'est pas un détail du tout. C'est vraiment important. Le THC agit sous un récepteur du cerveau qui s'appelle le récepteur CB1 aux endocannabinoïdes. Parce qu'en fait, il faut savoir que pratiquement toutes les drogues agissent sous des récepteurs endogènes, des systèmes de modulation du cerveau naturels. Et leur rôle, c'est un peu, comme disent les Anglais, hijack ces récepteurs, à savoir en détourner la fonction pour faire autre chose. Okay? Une caractéristique du récepteur CB1, c'est qu'il est exprimé un peu partout dans le cerveau. Et c'est même un des récepteurs aux neurotransmetteurs, donc aux molécules qui modulent le cerveau, les plus exprimés dans le cerveau. Chose qui fait en sorte que quand le THC arrive, va désorganiser de façon globale le fonctionnement du cerveau. Et c'est peut-être pour ça que si on commence à demander aux gens quel est l'effet du cannabis chez eux, très souvent, tu as des réponses très différentes. Il y a des gens qui s'endorment, peut-être pas beaucoup. Il y a des gens qui se sentent très relaxés. Il y a des gens qui ont très faim. Il y a des gens qui rigolent. Il y a des effets très différents de gens qui se sentent très socialisés, d'autres, en revanche, le contraire. Et la raison, c'est qu'en fait, tu ne peux pas vraiment contrôler en fonction de la personne comme ces récepteurs sont exprimés. Et donc, les effets peuvent changer d'une personne à une autre. Par exemple, c'est un peu différent de la cocaïne qui va agir sur des récepteurs où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ils sont dans un endroit spécifique du cerveau avec une fonction très spécifique. La fonction naturelle de ces récepteurs, qui est dans le cerveau mais aussi dans la périphérie, c'est celle... alors ça, c'est la théorie que nous avons développée avec certains collègues. Nous travaillons sur ces récepteurs depuis très longtemps. C'est en fait de te faire manger, accumuler des ressources de façon indépendante de tes besoins internes. En fait, quand tu penses à la biologie, il faut la penser pas en regardant la fonction de l'être humain dans la société d'aujourd'hui, mais il faut la penser 5 millions d'années en arrière. Pour la biologie, l'époque moderne n'existe pas. C'est même pas une seconde dans l'évolution de la biologie humaine. Et donc, il faut se replacer dans une situation où on était chasseur-cueilleur.
à savoir que les réserves alimentaires n'étaient pas stabilisées du tout. Okay? Elles étaient, il fallait aller chercher la nourriture pour pouvoir la consommer. Il y avait des prédateurs. Tu ne pouvais pas contrôler où la nourriture se trouvait. Donc, une situation vraiment différente d'aujourd'hui où tu as de la bouffe à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça suffit de sortir de chez toi et compter le nombre d'endroits qui dispensent d'une façon ou d'une autre de la nourriture ou ouvrir ton frigo pour te rendre compte. Et donc, c'était important de faire des réserves parce que s'il y avait de la nourriture aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu en trouvais demain. Okay? Oui, elle ne pouvait pas être stockée en plus, difficilement à l'époque. Exactement. Et donc, il te fallait un système, qui te faisait manger au-delà de ta faim, parce que si tu manges qu'à ta satiété, ben, tu ne grossis pas et tu ne stockes pas de la nourriture. Et deux, qu'il dirigeait la nourriture que tu avais stockée vers la graisse. Okay? Et donc, le système cannabinoïde, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime les signaux de satiété, il supprime la nausée, il nous fait voir, même en agissant sous le système sensoriel, il nous fait voir les choses plus belles, plus attractives, plus goûteuses, plus bonnes. Et au niveau périphérique, à la place de produire à savoir le foie peut soit produire des formes de glucose que tu peux stocker, soit produire de la graisse que tu vas envoyer vers les tissus adipeux. Eh bien, le système endocannabinoïde fait shifter le foie vers la production de graisse et dans la graisse ouvre la clé qui permet aux triglycérides d'être stockés dans les tissus adipeux. Donc, c'est un système super important qui aujourd'hui est impliqué dans les addictions parce que est un système qui dans le cerveau joue un rôle important dans les plaisirs, est impliqué aussi dans l'obésité et les maladies métaboliques parce que c'est un système qui sert, en fait c'est un système qui sert, qui fait tout pour te faire devenir gros. Aujourd'hui, ça paraît un délire, mais en fait, c'est un système qui a été fondamental pour notre évolution. C'est un système tellement fondamental que entre toi et moi ou entre toi et toute ta classe, la seule chose que vous avez identique, c'est les récepteurs CB1 du système endocannabinoïde parce qu'il n'y a pas de variante connue de ces récepteurs. Parce que quand quelque chose n'a pas de variante, parce que tu sais, toutes les protéines, tout ça, il y a beaucoup de variantes qui en changent un peu la fonction. Si quelque chose a zéro variante, et même la structure du gène, elle est un peu spéciale, tellement que les variantes ne sont pas possibles. Si on a zéro variante, ça veut dire que c'est tellement important qu'il ne faut pas y toucher. Ouais, c'est ça. Et l'autre chose à laquelle il sert, ce système, mais peut-être on va y revenir, c'est aussi à oublier. Parce qu'un élément important pour pouvoir sortir, aller chercher de la nourriture dans un environnement dangereux, c'est qu'il faut quand même, si tu as survécu, c'est mieux oublier les dangers auxquels tu as été soumis, parce que sinon tu restes dans ta caverne et tu ne bouges plus. Et donc c'est aussi un système qui est important pour oublier des événements négatifs. Voilà, donc c'est un système super important. Alors, imagine-toi, qu'est-ce que c'est quand une substance externe, parce que moi je ne sais pas si, en ayant dit que toutes les drogues agissent sous des systèmes endogènes, si c'est clair, quelle est la différence entre une molécule endogène et une drogue par rapport à son action dans le cerveau. Hein?
Une molécule endogène agit avec une action qui est restreinte dans l'état et en intensité et dans l'espace. Donc, par exemple, si le CB1 ou le cannabis, il s'active de façon naturelle, il ne va pas s'activer partout, il va s'activer dans l'endroit où, à ce moment spécifique, tu en as besoin. Et il va s'activer seulement pendant la période où tu en as besoin, que normalement c'est quelques secondes ou quelques minutes, et avec l'intensité de laquelle tu en as besoin, parce que dès que ça dépasse un peu en intensité, il y a des systèmes qui l'éliminent. Okay? Donc, la nature fait les choses contrôlées dans l'espace, dans le temps et en intensité. Quand tu prends n'importe quelle drogue, tout ça, on le met à la poubelle. Il n'y a plus de sélectivité d'espace parce que la drogue va aller partout dans le cerveau. Il n'y a plus de sélectivité de temps parce qu'à la place que quelques minutes, ça va durer 2 heures. Et il n'y a plus de contrôle de l'intensité. Alors, c'est toi que tu peux la contrôler, mais de toute façon, tu vas te donner des doses beaucoup plus importantes que celles que la nature utilise, dont les effets euphorisants ou de désorganisation ou de plaisir intense ou de peur intense qu'on observe à peu près avec toutes les drogues. Donc, en fait, au contraire de ce qu'on pense, par rapport à ses effets sur le cerveau, le cannabis, c'est une des drogues les plus puissantes parce qu'elle agit sous un des récepteurs principaux qui, à cause de sa fonction physiologique coordonnée, agit sous pratiquement tous les domaines du comportement et du métabolisme. Et aujourd'hui, à cause de l'augmentation du THC dans le cannabis, on va y agir de plus en plus fort. Est-ce que justement, il y a une neurotoxicité du cannabis? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, à force de fumer, on développe une dépendance qui va faire que du coup, ça active moins, mais est-ce que du coup, ça signifie dans le cerveau, par exemple, une diminution du nombre de récepteurs CB1? Et donc, après, si on arrête, le manque viendrait du fait de justement qu'on n'arrive plus à avoir un système normal. Alors, tu m'as mélangé 6 questions en une. Ah. Donc, on va essayer de les prendre une par une. Ok. Et après, si j'en oublie quelques-unes, tu me les reposes. Okay? Première question, neurotoxicité. Qu'est-ce qu'on entend pour neurotoxicité? Neurotoxicité, c'est à savoir une drogue qui va provoquer des dommages au cerveau mesurables. La drogue la plus toxique, c'est l'alcool. Pour toutes les autres drogues, sauf le cannabis, on n'a pas vraiment des évidences de neurotoxicité. Mais la chose qu'une chose n'est pas neurotoxique, ça ne veut pas dire que ça fasse du bien. Neurotoxique, c'est la pointe extrême. Savoir, c'est une drogue qui est capable de tuer les neurones. D'ailleurs, dans le cas de l'alcool, on parle de démence alcoolique, que c'est le fait que l'alcool va faire des trous dans le cerveau, un peu comme la maladie d'Alzheimer. Le cannabis, c'est la seule autre drogue pour laquelle on connaît des lésions cérébrales fonctionnelles mesurables. Si on commence, alors les données qu'on a, qui sont les plus claires, c'est si on commence à fumer des quantités importantes pendant l'adolescence. Okay? C'est là, en fait, où les évidences des effets négatifs du cannabis sont les plus évidents. Encore une fois, parce que il ne faut pas non plus essayer de faire peur aux gens, il faut toujours essayer d'être... je vais dire,
dire surtout aux adolescents, il ne faut pas que tu fumes, il ne faut pas que tu boives, ça ne sert à rien. Parce que c'est l'époque de la vie où tout le monde va essayer de fumer ou de faire des expériences, prendre des risques. Les cerveaux, en fait, pendant l'adolescence, tu n'as pas beaucoup de cortex préfrontal et donc tu es complètement désinhibé, un peu con si tu veux, mais on a tous été comme ça. Hein? Qui n'a pas pris des risques? Je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que quand tu fais certaines choses, tu risques de tomber malade. De la même façon que si tu escalades un immeuble, le problème, ce n'est pas que si tu escalades un immeuble, la police est contente ou pas. Le problème, si tu escalades un immeuble, tu risques de tomber. Donc, toute activité à risque, on les appelle comme ça parce qu'il y a un risque. Donc, si tu fumes presque tous les jours, disons de façon importante, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, ils vont arriver deux choses fondamentales. Donc, justement, cette partie que les cortex, la partie antérieure du cortex, qui sert pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Que ça ne veut pas dire que tu deviens un dirigeant d'une boîte, un exécutif, comme disent les Anglais, mais c'est en fait les fonctions cognitives les plus importantes. C'est celles qui t'aident à apprendre, par exemple, à planifier, à te souvenir de ce que tu as appris aujourd'hui, t'en souvenir demain, apprendre des séquences complexes, d'événements, de choses comme ça. Ça, il montre une attente mesurable. Donc, le moment où une attente elle est mesurable, ça veut dire qu'elle est quand même importante. Et deux, ton QI peut baisser de jusqu'à 14-15 points. C'est énorme. Un trou énorme, exact. Ouais. Hein? Si tu considères que normal c'est 100, la moyenne c'est 100, et moins de 80, on considère que tu es diminué. Si à la place de 100, tu as 90, que c'est normal, tu te retrouves à 75, que ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir le fonctionnement normal. Ouais, je crois que pour un ordre d'idée, il faut 84 de QI pour comprendre ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'on va lire une phrase et être capable de comprendre ce qu'elle dit. Et je crois qu'en dessous de 82, l'armée prend plus parce que ça devient trop dangereux, justement. Et si l'armée ne te prend plus parce que tu n'es pas assez intelligent pour l'armée, je pense que c'est compliqué. Voilà. Et donc, si tu peux perdre jusqu'à 15, c'est quand même... c'est énorme. Surtout pour peu qu'il y ait les moyennes, et c'est immense. Alors, quels sont les autres effets toxiques? Disons, toxiques, j'aime pas trop... Donc, effet toxique, pour le cannabis, il y a cette attente du cerveau qui correspond à une attente des fonctions cognitives, qui correspond à une diminution du QI. Mais après, le cannabis a d'autres effets négatifs fonctionnels. Fonctionnel, ça veut dire qui ne correspondent pas forcément à une lésion du cerveau, mais juste à une diminution de la fonctionnalité du cerveau. Hein? Pour que quelque chose fasse mal, tu n'as pas besoin qu'il te tue le neurone. Ça suffit qu'il empêche au neurone de fonctionner normalement. Que c'est un concept scientifiquement différent. Deux choses que le cannabis peut faire. Un, c'est des attentes de mémoire à court terme, à savoir que tu auras du mal à te souvenir demain ce que tu as appris aujourd'hui. Okay? Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le syndrome de perte de motivation, où en fait, tu es tellement zen que tu n'as plus envie de rien foutre. Tu ne comprends pas pourquoi il faudrait que tu te fatigues à l'école ou dans un boulot.
parce que tout est tellement zen que, je veux dire, là, tout devient anticapitaliste à fond. Et donc, souvent, on rencontre à l'école, pour faire un exemple à l'école, des enfants ou des jeunes adultes qui ont de très bonnes notes, tout est prêt, tout d'un coup, les résultats scolaires s'effondrent. Alors, normalement, ça c'est dû à deux raisons fondamentales. Des problèmes dans la vie de la personne, très souvent des problèmes familiaux, style les parents qui divorcent, ou un parent qui est agressif, ou tout ça. On ne va pas rentrer, mais aujourd'hui, malheureusement, la chronique est de plus en plus, nous rend de plus en plus conscients du fait que la famille, ça peut être un enfer à la place qu'un endroit positif. Ou c'est qu'il a commencé à fumer du cannabis. Souvent, les deux vont main dans la main, d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai souvent il y a eu une période où je faisais pas mal de conf à l'école. Les profs qui après la conf venaient me dire mais comment on fait à distinguer les deux? Et en fait, il y a une méthode toute bête. Si quand tu parles avec les gamins et tu lui dis mais à l'école ça va pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Et la réponse est mais non, mais tout va bien, que la personne en face de toi comprend même pas de quoi tu lui parles et comprend pas pourquoi tu t'inquiètes parce que dans sa vie, pour lui, tout va bien. Ça, c'est souvent le cannabis. En revanche, si c'est des problèmes familiaux ou personnels, ou tout ça, des fois, pendant l'adolescence, on a du mal à s'adapter au monde qu'on a en face à nous. Là, tu as plutôt une réponse agressive de la personne qui s'enferme, qui te rejette, qui ne veut pas parler des problèmes. Et donc, ça peut... Donc, le cannabis peut avoir cet effet. Et donc, du coup, le cannabis, il est particulièrement négatif, toujours pris à des quantités régulières et significatives. Si tu fumes, tu tires en pète pendant les week-ends avec tes copains, tout ce que je suis en train de dire, ça ne s'applique pas. C'est toujours toutes les substances font du mal si prises de façon régulière et conséquences. Et les réguliers, c'est à mon avis même plus important que la quantité. Tu vois? Tu prends des quantités un peu importantes une fois par semaine, c'est moins grave que si tu en prends tous les jours avec des quantités moins importantes. Donc, tous les gens qui sont, disons les adolescents, les jeunes adultes qui sont à l'école, donc ou au premier travail et qui sont dans une situation où il faut qu'ils apprennent et mettent toute l'énergie, quelque chose qui empêche l'apprentissage ou les rend plus difficile et qui diminue l'énergie, ça a des effets négatifs. Et c'est très différent pour le mec de 50 ans, que lui, il a déjà tout appris, et se retrouve coincé dans un boulot où il n'y a aucune chance d'évolution et de compétition. Donc, une substance qui lui fait oublier tous les emmerdes qu'il y a eu au boulot les jours d'avant et qui lui enlève la vie de progresser parce que de toute façon, progresser, c'est impossible. C'est plutôt une substance très positive. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des discussions sur le cannabis, t'entends des affirmations absolument époustouflantes, style le cannabis, ça ne fait rien et ça ne donne pas de dépendance, qui viennent tous des gens de ma génération, de la génération précédente, qui ont entre 40 et 60 ans. Parce que, en fait, pour eux, je comprends qu'eux ne comprennent pas pourquoi on puisse considérer le cannabis comme une substance négative. Sauf qu'on commence à découvrir des effets négatifs sur les systèmes cardiovasculaires.
que faisons quand même une alerte, c'est des évidences récentes qui ne sont pas encore parfaitement prouvées. Toutes les choses desquelles je te parlais jusqu'à maintenant sont scientifiquement prouvées. Après, on peut décider d'y croire ou pas croire, mais c'est des faits. Les effets sur les systèmes cardiovasculaires, il y a des évidences qui sont convaincantes, et donc ces deux effets, les cannabis, même si on ne les sent pas, provoquent de la tachycardie. Donc, si tu as un problème cardiaque sous-jacent, ça peut t'amener à te sentir mal. Et d'ailleurs, 20% des rentrées aux urgences dues au cannabis sont dues à un dérèglement de la fonction cardiaque. Et après, on commence à montrer des données, mais bon, là vraiment encore c'est préliminaire, que ça peut induire des vasculites, à savoir des inflammations des veins et des artères des jambes. Que c'est pas un effet anodin, mais disons que il faut attendre pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Les cannabis, autre idée reçue absolument fausse, les cannabis ne donnent pas d'addiction. C'est absolument pas vrai. Le fait que ça donne pas de l'addiction, c'est une idée reçue complètement fausse. Ça donne de l'addiction. Alors, mais c'est vrai qu'au moins à les doses de THC qu'on avait dans les années 70 et 80, qui étaient jusqu'à 10 fois plus faibles que celles qu'on retrouve aujourd'hui. Je crois que c'était 2-3% et que maintenant c'est autour des 27-30, il me semble. Ouais. Disons, 70-80, c'était entre 2 et 4% quand tu fumais des trucs vraiment très forts. Et aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 30%, sans dire que dans les pays où le cannabis récréationnel est légalisé, comme aux États-Unis, tu peux t'acheter de la résine de THC 100% pure, qu'on appelle d'ailleurs pure gold. Et donc, à partir de là, tu t'en mets dans ton truc autant que tu veux. Donc, tu peux avoir des trucs de cannabis qui sont des THC qui sont d'une puissance énorme. Donc, les données qu'on a aujourd'hui, alors déjà, comment on compare les différentes substances par rapport à leur capacité de donner une addiction. Il faut distinguer, je deviens addict, et une fois que je suis addict, combien mon addiction c'est grave. Donc, quand on parle de la capacité d'une substance à donner une addiction, on ne parle pas de la gravité de l'addiction une fois que l'addiction s'est mise en place. Okay? On calcule de la façon suivante, c'est des calculs épidémiologiques, tu mesures combien de gens qui ont essayé la drogue à l'année 1 développent une addiction dans l'année 2. Okay? Les rois incontestés, c'est la nicotine et la cigarette. C'est plus de 33%. Donc, plus d'un tiers des gens qui essayent une cigarette dans l'année 1 devient toxicomane à la cigarette l'année 2. Et quand on sait que la majorité de ces gens vont être des jeunes en partie, c'est assez effrayant, quoi. Pour cocaïne, alcool, héroïne, en fait, on est dans un mouchoir de poche entre 20 et 25%. Okay? Et le cannabis, jusqu'aujourd'hui, était aux alentours de 10%, mais à cause de l'augmentation du THC duquel tu nous parlais, on commence à monter, il y a maintenant des études qui l'ont monté jusqu'à 15%,
et ça l'aide de continuer à monter. Mais le problème, ça, c'est le pourcentage des gens qui essayent. Si par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, la courbe des gens qui essayent la cigarette et la courbe des gens qui essaient le cannabis se sont croisées. Tu as beaucoup plus de gens qui essaient le cannabis et beaucoup moins de gens qui essayent la cigarette. Et du coup, aujourd'hui, aux États-Unis, tu as 19 millions de toxicomanes au cannabis. Et environ 120 millions de gens qui fument, qui essayent. Donc, en fait, le problème avec le cannabis, c'est que l'utilisation s'est répandue énormément. Moi, dans mon entourage, je connais peut-être 2 jeunes qui n'ont jamais essayé le cannabis. Je ne suis pas sûr d'avoir un ami qui n'ait jamais essayé le cannabis. Voilà, on est d'accord. Oui, voilà, c'est vraiment... Et donc, du coup, si tu t'es dit qu'en fait, avec les drogues, ça marche, que pour le cannabis, pour chaque 10 personnes qui essayent, tu en as 1,5 qui vont développer une addiction. Si tout le monde essaye, le nombre d'addicts au cannabis va être absolument énorme. Et c'est pas la même chose avec les psychostimulants. Je ne sais pas, NMDA, l'ecstasy ou des trucs comme ça. Je connais des jeunes qui essaient, mais je connais aussi des jeunes qui n'ont jamais essayé. Donc, plus tu réduis la proportion de personnes qui essayent, moins à la fin, tu as des toxicomanes. En revanche, une fois que l'addiction au cannabis s'est mise en place, elle est assez résistante au traitement. D'abord parce qu'on n'a pas de traitement pharmacologique, comme on peut en avoir pour la cigarette, comme on peut en avoir pour les opioïdes, comme on peut en avoir certains pour l'alcool, qui aide au moins certaines personnes. Pour le cannabis, il n'y a absolument rien. Et la même chose, c'est pour la cocaïne, il n'y a absolument rien. Et après, parce que c'est quand même très résistant à la psychothérapie, parce que la psychothérapie nécessite 2 choses. Un, que tout engage motivationnellement, et si motivationnellement t'as pas envie de t'engager, c'est quand même compliqué. Et 2, que tout te rappelle dès la session 1 quand tu vas faire la session 2. Voilà. Et donc, j'étais une fois en colloque en Suède, organisé par les ministres de la Santé suédois, et ils avaient invité un peu tous les grands pontes des différents courants de psychothérapie, qui faisaient un speech. Alors, c'est très drôle parce que chacun jurait que par sa méthode, c'était un peu comme écouter des églises, chaque représentant de l'église. Chacun propose sa religion. Exactement. Mais tous étaient d'accord avec un point, c'est les problèmes avec le cannabis, que chaque session, c'était ground zero. Il redémarrait à partir de zéro, et que donc c'était très difficile, comme on dit dans le jargon, de les attraper. Attraper, ça veut dire prendre une personne et la faire entrer dans un processus de changement de comportement, parce qu'en fait, au-delà de la méthode que tu utilises, le moment où quelqu'un s'engage, c'est là où tu vas avoir des effets. Mais si la personne n'est pas engagée, quoi que tu fasses, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, alors, encore une fois, c'est important de comprendre que je n'essaye pas de donner une image négative du cannabis pour faire peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pire des drogues, si on prend toutes les caractéristiques négatives des drogues, la drogue qui est la pire
et qu'il tue les plus ses consommateurs, c'est l'alcool. Plus que le fentanyl? Ah oui, oui. En proportion, l'alcool, c'est la drogue. Alors maintenant, les fentanyl, je ne sais pas, parce que les fentanyl, c'est une drogue. C'est une bonne question ce que tu dis. Les fentanyl, en fait, les opioïdes tuent par overdose. Ouais. À savoir, l'overdose, c'est qu'il bloque tes centres respiratoires, donc tu ne respires plus et tu meurs. Mais à des doses qui ne provoquent pas des overdoses, les opioïdes, c'est peut-être les drogues les plus innocues qui existent. Ok. Ah ouais? Ok, j'aurais pas dit. Eh bien, la thérapie de l'addiction aux opioïdes, c'est quoi? Tu as une idée? C'est un autre opioïde qui a une durée de vie plus longue que l'héroïne ou le fentanyl. Et donc, en fait, pour éviter que quelqu'un se drogue aux opioïdes, on le met sous opioïdes 24 heures sur 24. Ouais, ça, mais je pensais justement que. Je me disais que c'était une solution par rapport au risque qu'il y avait avec le fentanyl ou l'héroïne ou même les conditions de vie qui sont où on peut rien faire une fois qu'on en prend. Et du coup, je pensais qu'il y avait quand même des effets au long terme, mais qu'on était en mode bon. Quand on compare, ok. Alors, si tu veux, pour l'addiction, tu as deux types de traitements. Un type de traitement, c'est ce qu'on appelle des thérapies substitutives. OK? Dans lesquelles tu donnes les mêmes types de substances, mais tu essaies, en fait, parce que la drogue, elle est de plus en plus addictive, plus son accès au cerveau est rapide. Par exemple, cocaïne et crack, ou cocaïne et cocaïne base, si tu veux, que c'est le crack, je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est exactement la même molécule. Le crack et la cocaïne, ce qui arrive au cerveau, c'est exactement la même chose. La différence, que les cracks, tous les fument, donc tu as un accès au cerveau aussi rapide que si tu te l'injectais dans la veine, et en revanche, la cocaïne que tu sniffes est absorbée par les muqueuses et donc elle a un accès au cerveau beaucoup moins rapide. Donc, si tu veux, les cracks, ça fait ça. Et du coup, c'est beaucoup plus addictif le crack. Exact. Tous les drogues c'est pour ça que la cigarette est beaucoup plus addictive que la pipe ou les cigares. Parce que la pipe et les cigares, tu les inspires pas. Tu prends la fumée, mais sauf vraiment les fumeurs de cigares, que je ne sais pas comment ils font les mecs, qui inspirent la fumée du cigare. Donc, si tu veux, pipe et cigare, c'est un peu comme la cocaïne, et la cigarette, c'est un peu comme les cracks. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si la molécule n'est pas toxique, on va donner une molécule qui a, une fois, déjà, normalement, c'est par voie orale, même si c'est injecté, c'est des molécules qui ont une cinétique qui est très douce. Tu vois, on élimine complètement les pics. Pour éviter justement ce mouvement addictif, ouais. Voilà. Mais en même temps, on satisfait les besoins de la personne en opioïdes. Ouais, ça évite le manque. Du coup, ça évite qu'elle aura envie d'y retourner aussi. Donc, c'est pas mal, ouais. Ok. OK? Donc, la thérapie substitutive, c'est de mettre 24 heures sur 24 la personne sous drogue. En fait, ça revient à ça. Les thérapies substitutives pour la nicotine, pour la cigarette, c'est les patchs, les Nicorette, les Champix, qui sont tous, patch et Nicorette, c'est de la nicotine qui, à la place que fumer, tu la prends par la bouche, tu l'absorbes par la bouche. C'est un peu, moi, je me souviens une fois, pour arrêter de fumer les cigarettes, je suis passé au cigare, et du cigare, après, j'ai arrêté complètement. Quand tu prends les Nicorette, c'est un peu ça que tu fais au niveau pharmacologique. Hein. Tu passes d'une absorption comme ça à une absorption plus régulière et après, tu peux arrêter. Et la même chose, on le fait pour les opioïdes. Où on ne peut pas faire les thérapies substitutives, c'est les drogues qui ont des effets néfastes en elles-mêmes. L'alcool,
Les cannabis, imagine-toi mettre quelqu'un 24 heures sur 24 sous THC, voilà, parce Et puis que pour vendre ça légalement, c'est impossible. voilà, tu peux pas. Et la cocaïne. Tu peux pas mettre quelqu'un 24 heures sur 24 sous cocaïne parce que d'abord il va tout casser, après il te fait un délire de divinité, après il te fait une psychose. Donc c'est quand même très compliqué. Donc les pires, c'est l'alcool. Si on enlève ces problèmes, qu'avec les fentanyl, il est tellement puissant que c'est difficile de régler la dose. Oui, ben c'est là le problème du fentanyl, c'est juste qu'ils savent pas quand il y en a et que du coup ils se piquent à des doses normales en pensant que c'est autre chose, quoi. Voilà, exact. Et l'alcool, c'est pas seulement une drogue légale, mais c'est presque une drogue, moi je dirais, vénérée par notre société. Ah, mais c'est une drogue culturelle, oui, oui. Culturelle, avec une bonne image culturelle. Bah, je pense que la bonne image culturelle, c'est le fait de dire qu'un verre de vin rouge par jour est bon pour la santé. Ça a été démontré que c'est pas vrai, en fait. Mais, Bah oui, mais... mais c'est un peu, dans notre société, c'est un rite de passage. Et l'alcool, il est toléré parce qu'en général, 90% des gens arrivent, un peu moins, 80% des gens arrivent à réguler la consommation sans que ça lui pose un problème. Tu vas à une soirée d'adultes, le nombre de gens qui se met minable, il se compte quand même sous la pointe des doigts. S'il y a 20 personnes, tu vas avoir 2 ou 3 qui ont trop bu, même peut-être 4, mais après, tout le reste peut contrôler complètement. Il a des effets anxiolytiques, donc si après le travail, tu vas boire un verre, ça te relaxe, ça a des effets positifs. Et il peut être, en fonction de qu'est-ce que c'est l'alcool que tu bois, super bon au niveau gustatif. Et même sucré pour les cocktails, etc. Donc, ouais. Donc, au niveau, si tu veux, social, c'est une drogue que tu peux contrôler, à différence d'autres drogues, comme l'héroïne ou la cocaïne, ou soit à l'effet, soit, bon, c'est très difficile quand même. Et donc, tu peux changer les saveurs aussi pour l'alcool. C'est aussi ça, c'est qu'en plus, c'est difficile de s'en lasser. Enfin, on peut juste changer de verre. Donc, l'idée, moi, je pense toujours, moi, les conseils que je donne à mes enfants, aux ados que je connais, aux jeunes que je connais, c'est pas la démonisation de drogue. Parce que notre société, en fait, ne démonise pas les drogues, démonise certaines drogues et pas d'autres. Parce qu'en fait, la deuxième, la pire, c'est les cigarettes. Tu prends quelles sont les 2 drogues légales dans pratiquement tous les pays du monde, c'est l'alcool et les cigarettes. Numéro 1, numéro 2, dans la classification, tous paramètres confondus, des pires drogues de la planète. Okay? Donc, la question, c'est quand être conscient que quand on prend des substances qu'on considère des drogues, donc les psychostimulants, l'alcool, la nicotine, les cannabis, etc., c'est que tu peux tomber malade. C'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Tu sais qu'en hiver, quand tu sors, s'il fait froid, tu peux attraper la chikungunya. Tu peux attraper un rhume ou la grippe. Et si tu les attrapes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te soigner. En fait, l'attitude qu'il faudrait avoir avec les drogues, c'est exactement la même. C'est pas de se dire, et en hiver, étant donné qu'il y a le risque d'attraper le rhume ou la grippe, personne ne va éviter de sortir parce que sinon tout s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a aucune société, aucune, même les sociétés plus dictatoriales, qui sont arrivées à bloquer les comportements normaux de l'espèce humaine
que c'est celle d'altérer le fonctionnement de son cerveau par des voies raccourcies. Hein? À la place de te jeter d'un pont ou faire, je sais pas, du saut à cheval ou faire du ski, faire toute cette activité qui provoque des sensations très fortes, mais qui demande énormément de travail quand même, pour pouvoir y arriver, eh ben, avec les drogues, tu fais un petit court-circuit, le travail que ça te demande, c'est ça, et tu peux avoir des sensations très fortes. Ça, c'est un comportement inné de l'espèce humaine, okay? Qui fait partie, même qui s'est développé avec la révolution cognitive qui a eu il y a 50 000 ans, où on s'est détaché des animaux comme façon de penser, et qui nous a permis de conceptualiser les plaisirs comme quelque chose à part du comportement qui les provoquait. Et donc, on a commencé à rechercher des comportements qui provoquaient du plaisir. À la place, chez les animaux, c'est les plaisirs qui guident les comportements. Donc, nous, on a conceptualisé les plaisirs et cherché des... Imagine-toi que tu es un extraterrestre, moi je le fais souvent ça, et tu arrives sur la planète Terre. Et tu commences à regarder, essayer de comprendre, sur la planète Terre, qu'est-ce qu'est la chose la plus importante. Et donc, tu commences à survoler les villes et les trucs. Eh bien, c'est le sport. Parce que les plus grosses structures que tu trouves sur la planète, c'est les stades. Et donc, tu te dis, oh, génial, là, ça doit être les trucs fantastiques. Et donc, tu restes là pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et tu vois des mecs qui se courent après avec un ballon et 70 000 personnes réunies qui font tout ça. Je ne dis pas l'extraterrestre. Hein. Ah bah, l'extraterrestre qui a vu le match de l'OM d'hier soir contre Paris, il va tout le monde. C'est exactement ce qu'il a vu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on fait énormément d'efforts et on dépense beaucoup d'argent pour faire des activités qui en soi sont absolument stupides, mais qui ont comme fonction celle de nous provoquer des plaisirs. C'est comme les cinémas. Tu vois des gens qui font la queue pour aller voir des fausses histoires. Tu te dis, mais... Mais c'est ça qui est important. C'est que que ce soit dans le sport, que ce soit dans les cinémas, les films, c'est le système d'exploration. On va conceptualiser quelque chose et on va vivre une action comme si c'était nous qui la vivions. On va explorer un nouveau set de comportements. Et c'est le même système pour les drogues. C'est le même système d'addiction. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'en fait, la drogue, c'est un court-circuit de ces comportements beaucoup plus complexes qu'on appelle les comportements récréatifs, qui demandent de l'activité, parce que pour aller au stade, il faut acheter les billets, il faut garer sa bagnole, il faut rester des fois sous la pluie pendant 2 heures et demie, alors que prendre une drogue, c'est beaucoup plus immédiat, facile, tu peux le faire chez toi, sans bouger, et ainsi de suite. Et donc, je pense que la vraie démarche de prévention, ou la vraie conscience que les gens doivent prendre, c'est pas c'est bien ou c'est mal d'en prendre. Parce que ça ne marche pas. On a fait en France des campagnes énormes pour arrêter de fumer, et les résultats, c'est des vieilles campagnes, c'est que chez les jeunes, on a augmenté les gens qui fumaient parce qu'on a rendu la cigarette cool à nouveau. C'était dangereux, donc c'était cool. C'est ça le gros problème des campagnes. Mais pour toutes les drogues, il y a pareil sur les préventions pour les comportements sexuels avec les capotes. Toutes les choses qu'on va chercher à prévenir les adolescents. Surtout, on ne veut pas que vous fassiez ça, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce le comportement chez eux parce qu'on sait que justement, c'est de là qu'ils vont tirer un certain statut, c'est de là qu'ils vont...
En revanche, ce qu'on peut dire, c'est OK, mettant un risque, 1 sur 10, ça dépend de la drogue, 2 sur 10, d'attraper une maladie qui s'appelle l'addiction. Parce que prendre de la drogue, c'est pas être addict. Plein de gens prennent de la drogue absolument sans addiction. Donc, tu peux pas essayer de dire aux gens, si vous prenez de la drogue, vous allez devenir addict. Parce que la plupart des gens ne deviennent pas addicts aux drogues. Parce qu'ils ont un cerveau qui fait d'une certaine façon qui les protège. Et donc, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais non, moi j'en prends, je ne suis pas addict. Il faut en revanche dire, il y a certaines personnes qui peuvent devenir addictes et apprendre aux gens quels sont les signes qui font comprendre que tu es en train de virer d'une consommation récréative non addictive à une consommation addictive. Et là, aller consulter comme tu le ferais avec la grippe. Je veux dire, personne qui attrape la grippe va continuer de sortir jusqu'à aller choper une pneumonie et aller se faire soigner qu'est le moment où attraper la pneumonie. Malheureusement, avec les drogues, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À la place de prendre les symptômes quand ils sont initiaux, donc faciles à traiter, ben, on les cache et on va consulter quand en fait on a développé la forme plus grave de la maladie. C'est un peu comme dire que si tu as un cancer, eh ben, tu vas attendre d'avoir des métastases partout avant de te faire soigner. Là, tout le monde meurt du cancer. Hein? Les grands progrès, c'est des progrès de détection. Et c'est là où je trouve que c'est ça plutôt la conscience qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas tellement c'est bien, c'est mal. C'est si tu utilises, il y a un risque que tu puisses développer une maladie associée à la prise de drogue, que c'est une addiction. Et les signes avant-coureurs, c'est ça, ça et ça. Et bien, si tu les vois venir, va consulter parce que si c'est tout au début, on peut arrêter les processus assez facilement. Et puis je suppose qu'on peut aussi essayer de filtrer au niveau familial, parce que j'avais vu par exemple pour les recherches sur l'alcool, où ils regardent justement l'augmentation des battements du cœur par rapport à quelqu'un selon le degré de génération d'alcoolisme. Donc est-ce que c'est juste un parent? Est-ce que ça remonte à loin dans les parents ou est-ce que pas du tout? Ils regardent la prise d'alcool, donc ils mettent les gens bourrés déjà, ils les mettent dans un état bourré tous au même niveau, ils leur redonnent de l'alcool et l'augmentation augmente, donc il y a quasiment pas, il y a une réduction, donc les gens qui sont bourrés, qui n'ont pas de parents addicts, il y a une réduction, ils sont déjà bourrés, le cœur, il y a moins de plaisir dans l'alcool, ils sont déjà alcoolisés, voilà. Ceux qui ont un parent alcoolique, ça monte légèrement, je crois, ou ça bouge pas, et ceux qui ont des générations de parents alcooliques, ça monte, boum, au plafond. Et c'est justement ce côté-là il va y avoir des effets comme ça qu'on peut peut-être aussi essayer de voir dans des programmes, dans des préventions, justement, pour essayer de voir les personnes qui pourraient être susceptibles à devenir, en particulier, aux addictions. Ça, c'est une très bonne question. Si tu veux, une grosse partie de ma recherche, ça a été d'identifier cette fois, parce que, en plus, l'addiction, c'est quelque chose qu'on retrouve chez l'homme, mais qu'on retrouve aussi chez l'animal. Pareil, identique à peu près avec les mêmes symptômes. Donc, c'était de pouvoir identifier au préalable les animaux qui allaient devenir addicts pour pouvoir les étudier, essayer de voir quels étaient les éléments qui déterminaient la vulnérabilité aux drogues. C'est un peu ce que tu dis, hein? Si tu as des générations d'alcooliques, on sait que tu es plus prédisposé, on peut identifier si tu es plus prédisposé. Et ça, on essaie de le faire pour l'addiction, mais on aussi essaie de le faire pour les maladies psychiatriques, c'est d'identifier les personnes vulnérables à développer une addiction, à développer une schizophrénie. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ok. Et d'ailleurs, j'ai toujours essayé de bloquer le fait que mes données puissent être utilisées à ces fins.
Tout d'abord, parce que pour les comportements, c'est impossible de trouver un facteur prédictif 100%. Si tu arrives à trouver un facteur prédictif à 50% ou 60%, tu as déjà trouvé un facteur super important. Oui. Très souvent, les marqueurs génétiques, c'est 2 ou 3%, savoir qui a ces marqueurs génétiques à la place que dans la population générale, par exemple, tu as 1% de chances de développer une schizophrénie. Si tu as ces marqueurs génétiques, tu as, imaginons, 5% de chances de développer la schizophrénie. Mais ça veut dire que tu en as 95 de ne pas la développer. Et donc, tu vas stigmatiser des gens pour un événement qui est loin d'être sûr d'arriver, mais qui ne peut pas arriver du tout en fonction de l'environnement dans lequel la personne est, des autres gènes que la personne a et des événements de vie. Donc, tu te retrouves et tu t'imagines si quelqu'un, imaginons, a les facteurs de prédisposition de l'alcoolisme, et c'est connu. Si tu dois embaucher quelqu'un qui est prédisposé à l'alcoolisme et quelqu'un qui n'est pas prédisposé à l'alcoolisme, qu'est-ce que tu vas faire? Ça oui, mais du coup, j'imaginais pas dans ce sens-là. J'imaginais dans des campagnes de prévention et de, par exemple, ou La d'adapter... campagne de prévention qui marche bien, jusqu'à quand tu n'as pas une thérapie, c'est la détection précoce des symptômes. C'est ce qu'on fait pour les cancers. Les cancers, il y a eu cette évolution incroyable du nombre de cancers qu'on soigne, qui ne sont pas dus au traitement, parce que très souvent, on a encore des vieux traitements qui sont dus au dépistage précoce. Qu'est-ce que tu entends pour les cancers? Le dépistage du cancer colon rectal, le dépistage du cancer de la prostate, le dépistage du cancer au sein, dépistage. À savoir, pas la prédisposition à développer le cancer. Oui, bien sûr, oui. Eh bien, c'est la même chose qu'il faudrait faire. Bref, pour les addictions. Pour les addictions et toutes les maladies psychiatriques. Oui, ok. Regardez les signes et à se baser sur les signes plutôt que sur le reste. Et les signes précoces. Oui, oui, bien sûr, oui. Parce qu'encore une fois, toutes les maladies, on les soigne beaucoup plus facilement si c'est au début que si c'est à la fin. Oui, c'est bien installé que ça, oui, d'autres plus pour les addictions. Les jours où on sera capable de faire de la thérapie génique, donc si on voit que tu as un gène qui te prédispose aux maladies, on est capable de te l'enlever, c'est cool. Après, ça ne veut pas dire que dans certaines conditions, c'est toujours, tu sais, la médecine, c'est quand même un facteur, comment dire, un élément d'influence sur la société. Donc, si on serait dans une société vraiment éclairée, tu peux faire un dépistage pour voir quels sont les facteurs. Si, par exemple, quelqu'un a des facteurs qui lui rendent plus susceptible à l'alcoolisme, et à ce moment-là, sur cette personne-là, tu vas faire un suivi plus renforcé de l'apparition des premiers symptômes ou tu as une prise en charge qui les protège. Un peu comme on fait, il y a des gènes qui influencent fortement l'apparition du cancer de l'utérus ou des ovaires. Ben, les gens qui ont ces gènes-là, ben, on va les suivre de façon beaucoup plus régulière qu'une personne normale. Mais sans forcément qu'il y a des stigmates. Et moi, ma peur, c'est qu'avec l'addiction, parce que tu vois, malheureusement, dans notre société, aussi dû à la culture judo-chrétienne, à l'influence de la religion, pour toutes les religions, y compris l'islamisme et le catholicisme,
l'addiction est considérée un péché. La différence entre maladie et péché, elle est quand même très importante parce que maladie, en général, c'est pas ta faute. Péché, c'est ta faute. Un malade, on l'envoie à l'hôpital et un pécheur, on l'envoie en prison ou on l'envoie à l'enfer. Oui, il y en a un, c'est le soin, et l'autre, c'est la punition. C'est là la différence. Et donc, si tu considères que la religion catholique a considéré l'addiction parmi les péchés capitaux modernes en 2000, que par exemple, tu n'as aucun fonds d'investissement des pays arabes qui investit pour la thérapie de l'addiction parce que c'est pas une maladie, c'est un péché. Hein? Il y a avec l'addiction une pression sociale qui est négative. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut faire plus attention aux mesures médicales qu'on prend pour éviter la stigmatisation, parce qu'en fait, un des problèmes fondamentaux avec tous les problèmes psychiatriques, pas juste l'addiction, mais tout, c'est que les personnes ont honte de leurs conditions. Et en ayant honte, ils vont pas se faire soigner. Avec la dépression, ça c'est flagrant. Il y a un nombre de dépressions sous-diagnostiquées énorme, des gens qui souffrent énormément, mais qui arrivent à fonctionner normalement au dépit de leur souffrance et qui ne se font pas soigner. Alors qu'il y en a plein qui sont sous antidépresseurs et qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient sous antidépresseurs. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire un peu attention, parce que la probabilité de développer une maladie psychiatrique, c'est sûr, ça existe d'une personne à une autre, mais d'abord, ça ne dépend pas que des gènes, ça dépend autant des gènes que des expériences de vie, et après, c'est toujours une probabilité. Et on ne veut pas faire en sorte de trop stigmatiser la chose ou de rendre... ou de faire peur d'une punition, puisque sinon les gens vont même pas essayer aux premières phases d'aller se faire dépister ou de mettre leur addiction en lumière. Exactement. Je voulais savoir, tu as mentionné brièvement le CBD en tout début d'épisode. Tu as dit qu'on ne savait pas exactement les mécanismes de fonctionnement, si je me rappelle bien, oui. et qu'on n'était pas sûr que ce soit les mêmes que pour le THC, voir que ce n'était pas les mêmes. Oui. Est-ce que du coup tu pourrais... Parce qu'on voit par exemple... on n'a pas parlé de l'effet du THC sur le sommeil, on peut en parler aussi. Et du coup, je serais curieux de savoir justement si le CBD, en tout, ça a des effets positifs ou est-ce qu'au final, ça reste quand même des effets négatifs, peut-être pas neurotoxiques, etc. Mais par exemple, est-ce que ça dégrade le sommeil, etc. Le CBD, c'est un de ces mystères de notre société, si tu veux. Pas mystère dans le sens que le CBD c'est un mystère, alors que scientifiquement ça reste quand même un mystère, mais les comportements de notre société vis-à-vis du CBD, c'est absolument incompréhensible. Ok. Donc le CBD, c'est une substance psychoactive, mais à différence du cannabis, cioè du THC, on ne comprend pas comment ça marche. Au début, on pensait que le CBD agissait comme antagoniste du THC. Et donc, si tu rajoutais du CBD avec du THC, tu allais diminuer les effets du CBD. Ça, c'est absolument pas vrai. Il y a un copine à moi à Columbia University qui a fait une manip, elle a fait fumer des gens du THC à des doses très fixes et en même temps il lui a donné des doses croissantes de CBD pour voir si ça modifiait l'effet du THC. Zéro, ça ne modifie pas du tout. On pensait au début que le CBD allait se lier au même récepteur que le récepteur CBA. Alors tu trouves des papiers qui disent que oui, mais aucun de ces papiers a pu être répliqué par les autres laboratoires. Donc, je ne dis pas que ces gens ont
publier des données fausses, même si malheureusement ça arrive souvent. Mais en tout cas, si le CBD se lie au récepteur CB1, il s'y lie dans des conditions très particulières et difficiles à répliquer. Donc, c'est pas son effet Normal. normal, parce que le THC qui se lie au CB1, tout le monde sur toute la planète est capable de répliquer cette manip. Hein. Ça, il faut vraiment que tu foires la chose de façon très importante pour pas trouver ça. En revanche, on a trouvé que le CBD se lie à 35 cibles cérébrales supplémentaires. Ça veut dire qu'il se lie à 35 autres récepteurs qui n'aiment pas le récepteur CB1. Récepteurs ou enzymes. Et certains de ces enzymes ou récepteurs, moi, j'aimerais bien, dans mon cas, qu'on n'y touche pas. J'aimerais bien me les laisser tranquilles à l'intérieur de moi. Après, il y a eu pas mal d'études cliniques qui ont montré que le CBD était actif sous des pathologies très importantes comme l'épilepsie, la schizophrénie, et que donc il avait un effet sur le cerveau qui était très important. Donc on a une substance qui a un effet très important sur ton organisme, que personne ne sait comment elle marche. Moi, agence de santé, c'est la substance que j'interdis. Oui, bah oui, c'est je dis non. Oui, bah oui. Le THC, en revanche, on sait exactement comment il marche, où il s'agit, on connaît parfaitement les effets positifs, les effets négatifs, et donc on se retrouve avec une substance où il faudrait appliquer les principes de précaution et l'interdire parce que tu ne sais pas en fait, tu sais que ça fait, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait exactement, qui est en vente libre. Et la population peut en prendre des quantités absolument incontrôlées avec des effets qui ne sont... Parce qu'elle n'est pas une substance très psychoactive. Mais l'effet qu'une substance ne soit pas très psychoactive, ça ne veut pas dire que ça n'agit pas. Oui. Si tu prends du polonium, il n'est pas très psychoactif. Mais tu es mort peu de temps après. Donc moi, le CBD... Personnellement, j'en prendrai pas, mais parce que j'ai un passé scientifique, donc pour moi, une chose qui, on sait est très active, mais dont on ne sait pas comment elle marche, et on n'a pas encore trouvé quels sont les effets indésirables, moi, j'y touche pas. Je préfère prendre quelque chose dont je connais les risques, plutôt que prendre quelque chose dont je ne connais pas les risques, parce que les moments où tu ne connais pas, tu ne sais pas quelle est l'ampleur du risque. Donc moi, les CBD, pour moi, c'est un délire que le CBD est en vente libre. C'est absolument compréhensible. Voire même recommandé dans plein de cas. Oui, recommandé sur rien. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de plonger un petit peu sur, je ne sais pas si on a vu ça, il me semble pas qu'on a abordé les effets du THC justement sur le sommeil, parce que beaucoup de gens disent que fumer les aide à s'endormir, etc. Mais il me semble que c'est tout le contraire. Non, non. Le cannabis aide à s'endormir. Oui, pardon, c'était en termes de qualité de sommeil, je voulais dire dans tout le contraire, j'ai mal formulé. Ah, en qualité de sommeil, là, tu me poses une colle, je sais pas trop. Je sais que, si tu veux, la prise de cannabis auquel les gens qui sont habitués à fumer du cannabis ont plus de mal à renoncer, c'est le cannabis qu'ils fument avant de s'endormir. Parce qu'il a des effets anxiolytiques, un peu dépressif, et donc clairement t'aide à t'endormir. Après, quelle est ta qualité de sommeil après
Je ne sais pas. J'essaie, elle est probablement perturbée, mais honnêtement, je ne sais pas. Je sais en revanche que si tu arrêtes de fumer, parce que, au contraire aussi de ce que les gens pensent, il y a un syndrome de sevrage au cannabis très caractérisé et qui est caractérisé par le fait que tu as vraiment du mal à dormir, tu t'endors pas, tu es très anxieux et tu bouffes presque plus. Parce qu'en fait, quand les gens, si un toxicomane au cannabis, aussi pour que les gens comprennent, c'est quelqu'un qui en général fume tous les jours et entre 5 et 15 pétards par jour. OK? Quand tu fais comme ça, la prise de nourriture change complètement. Tu vas plus manger avec les repas normaux, tu vas manger un petit peu après chaque fois que tu as fumé. Okay? Donc, tu désorganises complètement les cycles de prise de nourriture qui chez l'homme est réglé pas par les fonctions sociales, mais par un horloge biologique circadien que tu peux déplacer un peu, mais en fait, c'est des hormones qui t'amènent à manger plusieurs fois par jour. Donc, tu dérègles ça, et les moments où tu arrêtes, eh bien, avant que les systèmes de prise de nourriture, disons, naturels se remettent en place, ben, il faut quand même pas mal de temps, et donc les gens ont du mal à manger. Après, ils sont très anxieux, et ils n'arrivent plus à s'endormir. Donc, c'est sûr que les THC et les cannabis ont une interaction forte avec le sommeil, tellement que les difficultés d'endormissement font partie de la triade du syndrome de sevrage au cannabis, qui n'est pas présent chez tous les gros fumeurs de cannabis. Il est présent chez 50% à peu près des gens qui ont une addiction au cannabis. Je te propose de passer maintenant au travail que tu fais avec ta société, donc avec Aelis Pharma. Quelles sont les molécules du coup que tu as essayé de développer pour essayer justement d'accompagner ces addictions, de les soigner justement avec, je suppose que tu utilises la même méthode que ce que tu décrivais avec la sorte de stimulation continue pour essayer d'éviter l'addiction? Non, non, pas du tout. Parce que, en fait, donc, ces mécanismes d'action, en fait, on l'a découvert en étudiant les effets des drogues sur le cerveau. Encore une fois, moi, si tu veux, j'avais deux lignes de recherche principales. Une, c'était les addictions, et l'autre, les mémoires traumatiques. Donc, dans l'addiction, c'était comment on devient vulnérable, pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables à la drogue. En fait, scientifiquement, c'est moi qui a démontré qu'il y avait une vulnérabilité à la drogue. Avant, les gens pensaient que tout le monde était vulnérable de façon identique, et c'était une question de combien tu étais exposé à la drogue qui allait déterminer si tu développais un toxicomanie. Et les mémoires traumatiques, mon idée, c'était qu'en fait, les mémoires d'un trauma sont inscrites biologiquement dans ton cerveau de façon différente que les mémoires normales. Donc, il y aurait comme deux voies d'inscription de la mémoire dans le cerveau, une qui est utilisée pour les mémoires normales, qui sont faciles à réécrire et modifier, et une autre plus permanente pour les mémoires traumatiques, qui serait plus difficile à modifier parce qu'elles sont inscrites biologiquement de façon différente. Donc ça, c'était... Et j'avais découvert pour la vulnérabilité qu'en fait, pendant 15 ans, je m'étais trompé parce que j'essayais de comprendre les caractéristiques des sujets vulnérables, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça, c'est que les sujets vulnérables n'avaient pas une réponse biologique
que les sujets résistants ont. C'est un peu comme dire que les drogues font mal à tous, mais 80% des sujets arrivent à mettre en place une réponse biologique qui les protège et les autres n'y arrivent pas et donc ils deviennent toxicomanes. Et donc, ce n'était pas dans les cerveaux des toxicomanes qu'il fallait regarder, c'était dans les cerveaux des non-toxicomanes. Et étant donné que tout trouve en fonction de où tu cherches, ça fait quand même une différence énorme. Et que ce qu'il fallait qu'on cherche, c'était pas un mécanisme qui rend malade, mais un mécanisme qui protège de la maladie. Et donc, on a fait un truc très simple. On a donné toutes les drogues de façon très importante à des souris et on a regardé un groupe d'hormones qui s'appelle les neurostéroïdes, que c'est des hormones stéroïdes produits par le cerveau, parce qu'on avait déjà découvert que les stéroïdes principaux qui sont produits par la surrénale, les cortisol, les hormones du stress, eux jouaient un rôle très important dans la vulnérabilité à l'addiction. Et là, on a trouvé qu'il y avait un hormone que quand on donnait du cannabis, déjà, ce n'était pas quelque chose connu comme un hormone, mais c'est un truc qu'on pensait d'être un précurseur inactif de tous les autres stéroïdes, donc un truc qui ne servait à rien, en gros, a augmenté de 4000%, que c'est une augmentation énorme dans les cerveaux. Dans les cerveaux, les choses augmentent de 20, 30, 100%, mais 4000%, c'est un truc incroyable. Donc, on a dit, ça doit bien servir à quelque chose. C'est pas possible qu'on va augmenter un truc de 4000 fois, de 4000%, et ça sert à rien. Donc, on a cherché, jusqu'à quand on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une réponse qui était là pour bloquer les effets du THC. Donc, un peu comme un mécanisme protecteur endogène des effets du THC. Le problème, c'est que donc, cette hormone avait un endroit dans les récepteurs CB1 où il allait se lier, et quand le THC arrivait, il en changeait les effets. Donc, il bloquait tous les effets du THC qui étaient liés à l'addiction, mais il laissait les récepteurs fonctionner normalement pour les effets de base, pour l'activité normale. Et le problème, c'était que cette hormone, on ne pouvait pas l'utiliser comme un médicament, parce que si tu le donnes par la voie orale, il est très mal absorbé, il y a une durée de vie dans l'organisme qui est toute petite, et en périphérie, il est, comme on savait, transformé dans d'autres hormones stéroïdes. Donc, tu prenais cette hormone, tu faisais beaucoup de progestérone, de testostérone, toute hormone que tu ne veux pas avoir augmenté de façon incontrôlée. Et donc, ce qu'on a commencé à essayer de faire avec un copain, c'était de modifier la structure de cette hormone de façon chimique, vu qu'on savait où les enzymes du corps l'attaquaient dans la molécule pour les transformer, on a commencé à modifier ces endroits dans la molécule de façon à bloquer la transformation, les rendre stables et non transformables en autres stéroïdes. Mais lui garder les effets protectifs des effets du THC. Et donc, on a trouvé une famille de molécules. Et voilà, je ne te raconte pas les années de recherche pour prouver qu'ils n'étaient pas toxiques, pour les amener chez l'homme. Alors, j'ai arrêté ma carrière de recherche publique, qui était quand même arrivée à un bon niveau, pour continuer cette aventure, pour amener cette découverte aux malades, parce que la chose qui m'a fasciné, c'était l'élément théorique
que ces molécules étaient les premiers inhibiteurs capables de bloquer l'activité pathologique sans toucher l'activité normale. Tu vois? Parce qu'ils agissaient de façon moléculaire très fine au niveau du récepteur. Et parce qu'en fait, un gros problème qu'on a, pas qu'en psychiatrie, dans toutes les maladies, c'est que en fait, les maladies, en gros, sont dues à deux mécanismes. Soit ton corps, il en fait trop, soit il en fait pas assez. Quand il en fait pas assez, on a beaucoup d'outils pharmacologiques pour faire en sorte qu'il en refasse normalement. Okay? Et d'ailleurs, 90% des molécules sur le marché sont des molécules qui servent à augmenter l'activité. Arriva qu'ils copient des mécanismes naturels. En revanche, quand on corps il en fait trop, on utilise des molécules artificielles qui n'existent pas en nature et qui ont la mauvaise habitude de tout bloquer. Donc en fait, on enlève une pathologie pour en provoquer une autre. On passe d'un truc trop actif à un système pas assez actif avec des effets indésirables qui font en sorte que beaucoup de molécules, on ne peut pas les utiliser en thérapie. Par exemple, les antagonistes du récepteur CB1 ont dû être retirés du marché à cause d'effets indésirables. Donc, ces molécules qui bloquent tout. Oui, parce que c'est difficile de cibler qu'un système, donc on ne peut pas dire qu'on cible que le circuit de la récompense, ça va aller sur tous les systèmes CB1 de tout le cerveau et donc toucher toutes les fonctions que tu avais dit plus tôt. Ces molécules, c'est les premières qui sont copiées sous un mécanisme d'inhibition de l'hyperactivité naturelle. Et comme tel, ce mécanisme qu'il s'est mis en place sous des millions d'années fait les choses de façon beaucoup plus fine. Donc, bloque l'activité du récepteur qui est hyperactif, mais il protège l'activité normale. Donc, en fait, il ramène l'hyperactivité au fonctionnement normal. Et donc, je me suis dit, ça doit être les premiers inhibiteurs qui n'ont pas d'effet indésirable. Et donc, ça peut ouvrir toute une nouvelle famille de molécules qui vont nous permettre, avec ces nouveaux mécanismes, d'aborder pas mal de maladies sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas aller, tout simplement parce que les effets indésirables sont trop importants. Donc, c'est ça l'idée qui m'a... C'est vraiment ces nouveaux mécanismes d'action qui n'étaient pas connus du tout auparavant. Et voilà. Et donc, en fait... c'est des molécules pour les... Donc, on a développé une pour le cannabis et une autre pour les déficits cognitifs, que c'est les deux domaines dans lesquels le récepteur CB1 est très impliqué. Okay? Et donc, pour le cannabis, ce que ces molécules font, c'est pas du tout une thérapie substitutive, pas du tout. C'est qu'en fait, il change les effets du cannabis en les rendant moins bons et en diminuant la motivation pour s'en procurer. Et donc, on a fait plusieurs études. Dans la dernière étude, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, en fonction de la motivation de la personne à arrêter, cette molécule peut aider à provoquer une diminution très importante de la consommation. Parce qu'une autre caractéristique des gens qui fument du cannabis, ils sont addicts au cannabis, c'est qu'à différence des gens qui fument, par exemple, c'est qu'ils ne veulent pas arrêter complètement, mais ils veulent aller d'une consommation pathologique à une consommation récréationnelle. Donc, pouvoir fumer 1-2 fois par semaine pendant le week-end, 1 ou 2 joints. Mais ça ne vienne pas empiéter sur le reste de leurs activités, quoi. Voilà, Qu'ils puissent continuer le boulot, etc. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça, plutôt l'idée. Donc, cette molécule a l'air d'être capable de faire ça, mais il faut qu'on fasse d'autres études. Mais elle a besoin de l'engagement de la personne à vouloir arrêter. Chose que tu ne retrouves pas forcément avec les thérapies de substitution. Parce qu'en fait, avec la thérapie de substitution, ce que tu fais,
tu enlèves une drogue et tu en mets une autre. Donc, ce que les patients doivent faire, c'est de s'adapter et accepter la nouvelle drogue. Avec les thérapies comme la nôtre, que c'est une thérapie plutôt motivationnelle, et aide motivationnelle, et ce n'est pas une thérapie de substitution, la personne doit vraiment vouloir s'engager dans un processus de transformation. Que c'est quelque chose que dans les parcours d'un toxicomane, quelle que soit la drogue, arrive toujours et plusieurs fois dans son parcours. Cette vision que les toxicomanes sont dans leur péché qu'ils ne veulent pas arrêter, elle est fausse. Hein? Tous les toxicomanes essaient d'arrêter plusieurs fois dans leur vie. Tout simplement, ils n'y arrivent pas. Parce qu'on n'a pas vraiment d'instrument efficace pour lui permettre d'arrêter. Mais ils essayent. Donc, à un moment donné, quand la personne veut arrêter, je pense que cette molécule peut lui être très utile. Mais encore une fois, disons que l'addiction, c'est un des domaines thérapeutiques les plus difficiles parce que justement nécessite, c'est peut-être le seul domaine thérapeutique qui nécessite que les malades veulent s'engager dans le processus thérapeutique. Si tu as un cancer, tu peux attacher quelqu'un, tu lui fais une thérapie du cancer, ça marchera pareil si la personne veut se soigner de son cancer ou pas. Après, il paraît que ce n'est pas complètement vrai, mais je veux dire, pour d'autres maladies, ce n'est pas tout à fait. Tu as un diabète de type 2, tu prends ta molécule pour le diabète de type 2, voilà, t'as pas... Et d'ailleurs, l'obésité, c'est un bon exemple. Hein. La meilleure thérapie pour l'obésité et le diabète, on la connaît, hein. C'est changer les habitudes alimentaires, faire de l'activité physique. Et ça marche sous un pourcentage très petit. Bah, c'est motivationnel et surtout au début, quoi. Et donc, notre molécule, en revanche, les moments où la personne est motivée pour arrêter, ça a l'air de l'aider vraiment énormément à y arriver par rapport au contrôle qu'eux, ils n'y arrivent pas du tout, même si, avant de rentrer dans l'étude, ils étaient motivés autant. Voilà. Donc, c'est une approche vraiment nouveau. Juste pour voir si j'ai bien compris, la molécule, elle va fonctionner sur le fait de réduire l'hyperactivité cérébrale qui va arriver suite à la prise de la substance. Exact. Elle va permettre de réduire le haut, enfin le high, par exemple, pour le cannabis, le gros des effets, enfin, en tout cas des effets euphorisants, enfin, d'essayer de minimiser ces effets de façon à ce que la substance devienne moins addictive pour la personne et que du coup, au fur et à mesure, par elle-même, elle va arrêter ou en tout cas réduire sa consommation. Mais il paraît qu'il y a un effet, en plus de ça, indépendant de la réduction du high, ça va diminuer l'attrait pour le cannabis, même quand tu n'es pas en train de fumer. Ok. Et ça, c'est dû à la diminution du high ou c'est dû à un effet carrément autre? C'est dû à un autre effet que la substance a sur le système CB1, que pour l'instant, on n'a pas complètement compris. Est-ce que c'est le fait qu'elle reste accrochée plus longtemps, peut-être, je sais pas, ou qu'elle le stimule sur plus long terme? Elle pourrait avoir un peu d'effet stimulateur sur les endocannabinoïdes endogènes, et donc il se substitue au besoin de prendre du THC, mais on n'a pas encore complètement compris comment il fait ça. Et ce serait vers quand, à ton avis, d'après toi, justement, l'arrivée de ces traitements sur le marché pour que les gens puissent y avoir accès? Ça, c'est une bonne question. Il faut qu'on démarre une autre étude. Pour faire ça, il faut qu'on trouve un partenaire pour le faire. Et donc, à partir de, moi, je dirais, dans la meilleure des hypothèses, 4 ans, 4-5 ans. Parce que là, vous avez déjà fait c'est quoi, faut faire comme pour les Américains, c'est-à-dire phase test sur les animaux, ensuite première phase chez les humains et ensuite plus gros chez les humains? Oui, on a fait déjà un gros chez les humains. Il faut qu'on en fasse un autre, pas aussi gros, mais pour clarifier les effets qu'on a trouvés dans l'étude précédente.
Et après, il faut faire un ou deux très gros avant la mise sur le marché. La substance a la caractéristique d'être absolument bien tolérée et jusqu'à maintenant, on y a trouvé zéro effet toxique. À savoir, aujourd'hui, les données qu'on a montrent que tu peux en prendre jusqu'à 13 000 fois la dose Ok. sans avoir des effets toxiques. Ouais, c'est assez rare ça. Ouais. Et est-ce que justement, je ne sais pas si tu te concentres uniquement sur cette molécule du coup pour le trouble des fonctions cognitives et pour le THC, ou est-ce que justement tu as des espoirs ou en tout cas des débuts de recherche pour se servir de cette technique pharmacologique justement que tu as décrite pour essayer d'aller traiter d'autres pathologies et justement est-ce que tu as des idées à ce niveau-là? Oui. Donc déjà, la molécule pour les déficits cognitifs, c'est pas la même Ah, ok. que la molécule pour les THC. Ah, je pensais que c'était lié, ok. Ouais. Non, parce que c'est les mécanismes de base, c'est toujours les mêmes. Mais en fait, ces mécanismes permettent de faire des molécules qui sont plus spécifiques pour une pathologie ou une autre. Donc la première molécule, on l'a développée pour être capable surtout de bloquer les effets du THC, mais pas les endocannabinoïdes endogènes, alors que l'autre molécule, qu'on donne pour les déficits cognitifs et surtout ceux du neurodéveloppement, ou par exemple comme la trisomie 21, où il y a une hyperactivité du CB1, elle, on l'a développée pour être plus spécifique, pour inhiber les effets des cannabinoïdes endogènes. Et après, on est en train de développer d'autres molécules qui ont encore des effets un peu différents. Par exemple, certaines molécules qui sont capables d'agir sous tous les types cellulaires, y compris les types cellulaires périphériques, par exemple, pour pouvoir aller sous le versant métabolisme-obésité ou pour pouvoir aller sous d'autres maladies du comportement, comme par exemple le stress post-traumatique, l'hyperactivité avec déficit attentionnel, et peut-être en fonction des molécules qu'on va développer, Parkinson et Huntington. Donc en fait, c'est vu cette façon d'agir qui est très spéciale, tu peux développer plusieurs molécules différentes qui sont plus ou moins adaptées en fonction de la pathologie que tu cibles. Et donc on y travaille, oui, mais on a de l'espoir de pouvoir utiliser cette technologie pour s'adresser à d'autres pathologies et aussi pour s'adresser à d'autres récepteurs avec qu'on sait qui ont les mêmes mécanismes de régulation. Différents, mais qui ont aussi cette possibilité de bloquer l'hyperactivité, mais pas bloquer l'activité normale. Mais c'est beaucoup de travail et voilà. Donc, mais on y travaille. Oui, c'est une technologie qui pourrait avoir des éléments thérapeutiques et aussi la deuxième molécule. Elle est très safe. Par exemple, on a donné déjà avec une trisomie 21, que c'est quand même des personnes beaucoup plus fragiles que les pères neurotypiques. Et là aussi, on n'a trouvé aucun effet indésirable. Mais en revanche, on a trouvé que la molécule améliorait leur comportement adaptatif, leur expression, comment ils s'occupaient d'eux-mêmes et comment ils interagissaient avec les autres. Bah, merci beaucoup Pierre-Vie pour cet épisode, merci d'avoir partagé tout ce savoir. J'aurais bien aimé avoir une petite heure et demie en supplémentaire pour continuer de discuter. Avant de finir, est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé que tu aimerais justement, dont tu aimerais parler? Non, je pense qu'on a tout abordé. Je voudrais juste dire
aux gens qui t'écoutent que dans une période où on entend de plus en plus une attitude négative vis-à-vis de la science, je les encourage à ne pas les écouter, considérer que la science, c'est en fait la seule approche que nous avons, pas pour trouver la vérité, parce que la vérité philosophiquement n'existe pas forcément, mais pour pouvoir prendre des décisions basées sur des faits. Donc, sur des choses que tout le monde peut vérifier et que c'est des choses avérées. C'est différent entre avéré et vrai, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, et que l'amélioration de la qualité de vie et de l'espérance de vie, avec, je pense, tout le monde est très attaché, on la doit bien à la science. Et donc, je pense que la science, c'est pas quelque chose de laquelle il faut se méfier, mais un bien commun qu'il faudrait essayer de préserver parce qu'elle est là pour nous aider tous et de façon indiscriminée. C'est ça qui est important, c'est que comme toute entreprise humaine, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des gens qui vont en profiter, il va y avoir des erreurs. Le problème, c'est que c'est la seule entreprise qu'on a qui nous permet de sortir du système de culte, de dictature, qui nous permet justement d'avoir une avancée, de ne pas passer sur de limiter le mal, d'être d'accord sur une vérité à peu près concrète et d'aborder le monde. C'est le seul système qu'on a, on n'a pas autre chose. Et donc même, il peut pas être parfait, mais on n'a rien d'autre. Sans dire qu'en fait, c'est le seul système, parce que quand dans un système politique on découvre des magouilles, c'est quelqu'un à l'extérieur du système qui les découvre. La science, c'est le seul système qui s'auto-dénonce quand il y a des choses qui sont fausses, Oui, ou c'est qui ça. sont modifiées. C'est nous-mêmes à les dire, parce qu'il y a un système de contrôle que chacun de nous exerce sur l'autre. Et donc, c'est pas un système qui, s'il fait une erreur, essaie de le cacher. C'est le seul système que, s'il fait une erreur, ben, il dit à tout le monde. Et c'est pour ça que quelquefois, on a l'impression qu'il y a plus d'erreurs dans la science que dans d'autres systèmes. C'est juste que la science, c'est la seule approche qui n'a pas peur des erreurs, n'a pas peur de les corriger et de les communiquer. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. C'est aujourd'hui la seule chose sur laquelle on peut vraiment se baser pour prendre des décisions. Et d'ailleurs, un des points forts de la science, une bonne théorie en science est considérée comme une théorie qui peut être prouvée fausse. C'est à ce point-là que c'est essentiel. C'est à ce point-là que l'erreur est mise dans le processus. Oui, je dirais que même nous, scientifiques, on dit qu'une théorie, elle est vraie jusqu'à quand elle n'est pas prouvée fausse. Oui, c'est ça. Et toutes les théories sont prouvées fausses à un moment ou un autre, tout simplement parce qu'une théorie est construite sous les données que tu as à aujourd'hui. Ouais. Et plus les données augmentent, eh bien, plus la théorie, elle est probablement fausse et tu vas en développer une autre. Une nouvelle qui explique de nouvelles choses qui n'étaient pas prises dans l'ancienne théorie, et voilà, ainsi de suite. Ouais. Bah, merci beaucoup, Pierre-Vie. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci, c'est génial. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci.